Donc je vais demander à tous les deux, donc Mathilde Olivier, domaine de la Grenaudière, et puis Thomas Oudaillé qui représente la société Divin Nolo, de présenter leur structure très rapidement, mais surtout de vous expliquer un petit peu donc, leur démarche, les motivations qui les ont conduits donc à produire ou à faire produire et à commercialiser des vins Nolo. J'attaque. Donc je laisse la parole à Mathilde. Merci. Bonjour à tous, Mathilde Olivier. Donc moi, je suis copropriétaire du domaine de la Grenaudière dans le Muscadet avec Stéphane Cotenceau. Domaine familial qu'on a repris en janvier 2022 sur 26 hectares de vignes uniquement plantées en melon de Bourgogne. Et quand on s'est installé, on a constaté quand même une baisse, comme beaucoup, de la consommation des vins. Et on a eu l'opportunité de pouvoir tester les vins désalcoolisés en partenariat avec Zénotech, qui a été cité par Nicolas Dutour. Donc on a suivi exactement le cheminement que Nicolas a présenté, à savoir d'abord la réalisation de maquettes de vins qu'on a pu présenter du coup à nos distributeurs, à nos potentiels acheteurs sur les salons pro en 2023, début 2023. Et avec une très très belle réceptivité de ces échantillons et du projet. Donc on a lancé la première désalcoolisation en août 2023 avec un petit lot, maintenant pour nous, de 50 hectos. Donc la prestation est faite en Allemagne, en distillation sous vide, avec réincorporation des arômes. Et là, en 1 an et demi, on est rendu à peu près à 450 hectos de vins produits et commercialisés. Très bien, Mathilde. On vous posera quelques questions pour avancer sur le sujet. Thomas. Bonjour à tous, Thomas Oudaillé, donc responsable export pour les vignobles Villebois sur la zone Amérique. J'ai également la casquette et la gouvernance du projet, la co-gouvernance du projet Divin Nolo, qui est né donc il y a 5 ans. 5 ans, pourquoi la différence, c'est que nous, on avait démarré d'abord sur le lot. On s'était essayé sur un produit en canette qui était un wine seltzer pour le marché américain. Voilà, c'est simple, 2 ingrédients principaux, de l'eau et du vin, et tout ça gazéifié. Et donc, il y a 3 ans, on s'est intéressé donc au NO. Et on est donc pour représenter les vignobles Villebois, donc un producteur donc dans le Loir-et-Cher, dans le Cher et la Nièvre, spécialisé sur le Sauvignon blanc. Donc, il y a 3 ans, sur le no alcool, on s'est focalisé sur le cépage phare qui présente en fait les vignobles Villebois, et on a produit 3 produits désalcoolisés, 3 vins à base de vins désalcoolisés en premier lieu, à base de Sauvignon blanc. Il y avait 2 produits effervescents et un vin tranquille. Et après, au fur et à mesure du développement de la gamme, donc ça c'était il y a 3 ans, on a également utilisé la technologie Zénotech, donc avec Flavologique, où on a fait un vin désalcoolisé avec réintégration des arômes. Et aujourd'hui, donc, on produit une gamme de 7, bientôt 8 produits dans la gamme, 10 vins, et on a produit un peu plus de 2000 hectos. Voilà. Donc, deux structures bien différentes, avec des volumes produits et commercialisés aussi de tailles différentes. Moi, j'aimerais leur poser la même question, savoir quelles ont été les difficultés rencontrées, peut-être pour des viticulteurs qui seraient amenés à réfléchir sur ce même type de projet. Quelles ont été les difficultés, les obstacles, et comment vous les avez surmontés, et comment vous avez été accompagnés. Enfin, voilà, un petit peu la question un petit peu globale, en fait. Des difficultés, il y en a plusieurs, parce qu'on est on essuie un peu les plâtres sur les productions de vins désalcoolisés, donc on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs. En l'occurrence, Zénotech a été pour nous un interlocuteur très rassurant, parce que lui, il a une expérience sur l'Allemagne qui est assez solide. Donc il nous a permis vraiment de pouvoir bien encadrer le projet, tant sur la partie vraiment essai, échantillonnage, que sur la partie réglementaire. Et puis après, on n'a pas hésité à se rapprocher des douanes et des fraudes pour tout ce qui était vraiment réglementation. Alors ça n'a pas toujours été simple. On a eu des discours des fois un peu controversés entre les différentes personnes à qui on avait fait appel. Mais au final, voilà, les fraudes ont validé les étiquettes. Les douanes nous ont permis de rentrer dans les cases de la réglementation. Et du coup, ça a permis d'aboutir au produit. Une collaboration positive avec les organismes. Au final, c'était très positif. Et on s'est aussi rapproché des élaborateurs
un peu établis avec lesquels, entre autres, Zénotech travaille aussi pour savoir comment eux avaient passé ces étapes-là. Et du coup, les difficultés ont été surmontées. Puis là, peut-être une autre difficulté qui est un peu moins perceptible, c'est aussi peut-être l'image qu'on peut donner aux collaborateurs vignerons sur le vignoble. Quand nous, on s'est lancé, on n'a pas forcément été très bien reçu par certains de nos confrères qui ont dit que faire du vin désalcoolisé, c'était pas un métier de viticulteur. Donc il y a aussi passé cette étape-là de se dire que c'est pas parce qu'on est vigneron et qu'on fait du vin qu'on ne peut pas faire à côté un produit qui est décliné de notre production et qui permet aussi de toucher d'autres circuits commerciaux. Thomas ? Bon, moi, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, puisqu'on est passé par les mêmes phases en complément. Donc, c'est vrai que la présentation paraît simple au regard des résultats que j'ai pu annoncer, mais il y a eu bien 1 an d'essai. C'est quand même des investissements assez conséquents, puisqu'on est passé au travers de consultants, mais aussi en direct avec d'autres structures. Donc, ça a été 1 an d'essai sur des matrices différentes, des qualités de vin différentes, où ça nous permet, de nous jauger sur la qualité des vins qu'on vinifiait déjà. Et donc, cette base nous a permis d'avoir un niveau de compréhension déjà des différentes technologies, ainsi que du résultat sur la base de nos matrices vinifiées. Ça, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on a nous-mêmes investi dans un labo en interne avec un rotovapor, donc, qui est un process de distillation sous vide miniature. Et on a également aujourd'hui une personne à temps plein qui est dédiée au projet. Donc quand même, ça vous montre aussi l'investissement qui est mis pour faire toutes les phases de test. Aujourd'hui, c'est une personne qui est aussi présente dans l'accompagnement à la vigne, dans la phase de récolte, dans la vinification. Et bien sûr, on va parler aussi des problématiques rencontrées. La principale, c'est pas forcément la désalcoolisation. En fait, aujourd'hui, c'est principalement l'embouteillage, puisque la distillation, vous pouvez trouver pas mal d'acteurs qui distillent ou qui utilisent d'autres techniques pour enlever l'alcool, mais le principal problème, c'est de trouver des chaînes d'embouteillage qui, ont de la place au vu du succès de la catégorie, et qui aussi correspondent au mode de stabilisation que vous souhaitez suivre. Voilà. Après, il y a aussi les barrières marché. En complément, on n'était pas forcément préparé à la réglementation diversifiée d'un marché à l'autre. On avait l'habitude sur les vins d'avoir une étiquette Europe pour commercialiser facilement en Allemagne, facilement en France. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut des étiquettes spécifiques qui rajoutent encore des couches de complications dans un projet de production et pour l'équipe en interne. Donc ça, c'est non négligeable. Et puis des surprises aussi de réglementation dès qu'on va dans les pays asiatiques, je pense au Japon notamment, où voilà, on a des découvertes sur les niveaux critiques acceptés dans la catégorie, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Très bien. Moi, avant de laisser la parole donc, à l'auditoire, donc vous êtes lancé sur une démarche de production de eau. Est-ce que vous avez en tête d'élargir votre gamme et puis donc produire ou faire produire et commercialiser des lots? Nous, oui, dans la feuille de route, c'est 10 vins Nolo. Donc, en effet, le lot est sur la feuille de papier, sauf qu'aujourd'hui, on se concentre sur le no. On pense avoir plus de demandes de marché également sur le lot. Aujourd'hui, on ne les a pas forcément actionnés. Donc, ça dépendra également des marchés et des opportunités commerciales. Alors nous, on est bien plus petits, donc pour l'instant, le no nous occupe déjà pas mal de temps. Donc on va développer la gamme. Donc là, on va goûter un vin tranquille et on passe à l'étape suivante avec un effervescent qui va être élaboré dès la semaine prochaine. Pour le lot, nous, pour l'instant, commercialement, c'est pas du tout notre cœur de marché. Nos clients souhaitent du inférieur à 0,5. Donc pour l'instant, on va rester sur ce qu'on a mis en place et continuer plutôt sur le no. Merci. Bon, alors, toute dernière question. Parce qu'on voit bien que c'est des process relativement complexes, avec un enjeu de transport aussi, de déplacement de bouteilles, de volume. Donc évidemment, il y a un aspect économique. Et puis, pour avoir sélectionné les vins, donc pour la dégustation qui va suivre,
Moi, je me suis rendu compte que finalement, le prix des vins, c'était plutôt entre 10 et 15 euros, voire plus. Donc, comment quel est votre avis sur le sujet, Thomas? Comment vous voyez la chose, en fait, en termes de coût et de valorisation d'un produit? Moi, déjà, ça a été bien présenté lors de la première intervention sur la barrière prix et l'acceptation du consommateur, qui est quand même très important. Ensuite, c'était bien présenté par les volumes critiques que demandent les opérateurs par Nicolas. Aujourd'hui, en effet, il y a un travail d'éducation constant auprès du consommateur. Il est vrai sur le prix, mais il est aussi vrai sur comprendre quel est l'intérêt du vin désalcoolisé, parce qu'il y a des barrières de compréhension. Nous, sur le prix, alors, c'est vrai que la marge générée sur ces produits nécessite une bonne organisation au préalable et de la production, puisque le principal coût qu'on ne maîtrisait pas jusque-là, c'était de travailler avec des prestataires de services, et donc notamment aussi loin, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aussi en France. Et donc ça, c'est à intégrer. Évidemment, il faut que ça suive aussi les écoulements sur les marchés. Donc c'est un facteur hyper important pour tous les gens qui veulent se lancer. Je pense c'est vraiment de mesurer à quel niveau d'investissement ils peuvent s'engager. Et donc, vis-à-vis de ce niveau d'investissement s'engager, quel peut-être chemin suivre pour la désalcoolisation à la suite. Voilà. Mathilde, ton avis là, sur le... Pour compléter un peu, c'est vrai que les coûts de production sont quand même très élevés sur ce produit-là. Donc nous, on a fait pas mal d'estimations également en amont pour fixer le plus juste prix de ce produit pour nos clients, que ce soit des pros ou des clients particuliers. Effectivement, le coût de production pour un vin tranquille, nous, départ de chez nous, prestation en Allemagne, retour chez nous embouteillé, puis redistribution sur nos différents marchés, on est environ à 3,50 € du col. Donc forcément, pour le prix de vente derrière, sans compter la vinification de base, tous nos coûts de production au vignoble, etc. etc. Nous, ça s'est revendu environ 2 fois plus cher qu'un muscadet traditionnel. C'était impossible de faire moins pour continuer à produire ces vins. Du coup, quand on les a mis en vente, on a eu un peu peur, nous, en tant qu'élaborateurs de muscadet, sur des vins qui sont plutôt d'un rapport qui était pris assez bas, on va dire. Mais le retour du particulier qui vient au domaine, ou même chez les cavistes spécialisés, c'est pas du tout un frein. Enfin, le 10 à 15 € revendu, ça, nous, on n'a jamais eu de remarque genre mais c'est 2 fois plus cher qu'un muscadet. Eux, ils sont plutôt contents d'avoir de plus en plus de choix dans une gamme de boissons désalcoolisées qu'ils n'avaient pas avant, et de pouvoir du coup élargir leur mode de consommation, leurs choix et leurs instants de dégustation. Donc je pense qu'il faut être pédagogue et il faut expliquer la démarche, les coûts, le transport, effectivement, qui est le coût le plus important dans aujourd'hui l'élaboration des vins désalcoolisés. Et puis expliquer à nos clients finaux, que ce soit des distributeurs ou des particuliers, pourquoi ces prix sont fixés ainsi, quoi. Okay. Est-ce que vous avez des questions? J'ajouterais peut-être juste un point pour ajouter une note positive aussi sur la valorisation. Aujourd'hui, il y a une marque qui commercialise en prix de vente consommateur à plus de 100 € la bouteille. Donc ça montre aussi que c'est possible de le faire. Après, il y a un juste milieu aussi. Mais en tout cas, voilà, on a un exemple d'un acteur qui s'est positionné sur du très, très, très haut de gamme. Alors, je crois que tu l'as goûté d'ailleurs, Oui, je l'ai goûté. Ce que je vous disais, je voulais le regoûter justement. Je l'ai goûté rapidement sur le salon Provine. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs moments pour déguster le vin et dans la précipitation. J'aimerais bien le redéguster. Voilà, c'est un produit qui a essayé de chercher un peu plus de complexité, puisque c'est le gros challenge dans les vins désalcoolisés, c'est de chercher de la complexité. Autre chose qui n'a pas été vraiment mentionnée, c'est le risque qu'ont les vins désalcoolisés de tous se ressembler les uns les autres. Et c'est pour ça que nous, on travaille les cépages de la Loire, en tout cas pour essayer justement de continuer justement d'éduquer sur le cépage de notre région. Et je terminerai que oui, il faut quand même mesurer. Après, la complexité dans les vins désalcoolisés, c'est le facteur qu'on recherche tous, mais qui est aussi le plus difficile à atteindre. Donc, le prix d'acceptation n'est pas le même pour vous comme pour moi ou pour d'autres personnes. Donc, ça reste subjectif. D'accord. On est prêt à prendre des questions.
Moi, j'ai une question pour Mathilde, puisqu'il y a eu un travail de fait avec les douanes. Comment ça se passe en DRM? Parce que ça, c'est la question que j'ai souvent et que je n'ai pas pu bien éclaircir. C'est qu'on avait un produit qui était en DRM, il n'y a plus d'alcool, donc a priori, il sort de la DRM. Où se fait la sortie? Alors nous, du coup, donc on a deux structures, et donc c'est sur notre structure de commercialisation qu'on élabore les vins désalcoolisés. Donc chez nous, ça quitte en vin sans IG blanc le domaine avec un DAE. Et ensuite, c'est l'Allemagne, parce que nous, tout est fait en Allemagne. Donc c'est l'Allemagne qui gère la transformation du vin en vin désalcoolisé. Et ça revient chez nous avec facture en vin désalcoolisé. Donc on le rentre dans nos stocks de nouveau en vin désalcoolisé. Oui, donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de sortie de DRM, puisqu'il y a le DAE de sortie, et il n'y a pas de réentrée, puis ça rentre sur une autre structure. Exactement. Ouais, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde. Non. Merci en tout cas. Et valorisation donc de l'alcool distillé. Est-ce que vous arrivez à le revendre derrière? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je ne le récupère pas. Donc moi, c'est une perte sèche et ça représente environ 15% du volume envoyé. Alors, c'est un vrai sujet et on a essayé de creuser autour de la question. Jusque-là, on a eu des réponses assez floues. La compréhension qu'on a et les explications qui nous ont été données, c'est que en fait, le prix de la prestation est réduit du fait que le distillat est vendu après. Et il va être vendu justement pour réutiliser les arômes qu'il contient, qui sont de qualité, à des laboratoires, par exemple. Voilà. D'accord, merci. D'autres questions peut-être? Oui, bonjour, j'avais juste une question justement sur le profil de la clientèle. Est-ce que ça correspond à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire à toucher une clientèle plus jeune notamment par rapport aux différents segments de distribution? Alors, la clientèle, elle est très, très variable. Ça peut être une personne qui prend des médicaments. Mais évidemment, il y a le stéréotype de la femme enceinte. Il y a le jeune ou le moins jeune qui prépare un marathon. Tu as une personne qui va vouloir faire attention à sa ligne et réduire son niveau d'alcool. En fait, la réalité, c'est que nous, en commercialisant nos produits, on a appris énormément sur la catégorie. On a appris davantage au contact des revendeurs spécialisés dans les produits sans alcool, qui font donc des bières, des spiritueux ou des vins, mais aussi ce qu'on appelle des proxys, qui sont des jus d'infusion ou autres, qui sont des compétiteurs dans notre catégorie. Et en fait, eux nous ont ouvert sur le client. Donc certes, il y a les consommateurs de vin, mais il y a tous les gens qui n'ont jamais consommé de vin dans leur vie, qui n'aiment pas, qui ont un problème avec l'alcool, ou pour plein d'autres raisons ne peuvent pas consommer de l'alcool. Donc en fait, l'attractivité en fait, de cette catégorie, c'est aussi par la diversité de monde que vous pouvez toucher. Du coup, juste pour compléter, moi je rejoins la toute première intervention qui avait été faite. Nous, on a à peu près 60% qui part directement à l'export et les premiers marchés à l'export, c'est les États-Unis et le Canada. Donc on ressent vraiment ce qui a été exposé dans les statistiques d'un terroir, la forte demande en croissance du marché américain. Voilà, nous, on est sur du 10 000 cols envoyés par production, donc c'est quand même des marchés en forte croissance. Et en France, je rejoins exactement ce que vient de dire Thomas, on est sur des distributeurs qui sont des distributeurs spécialisés, des cavistes sans alcool principalement. Et là, du coup, la cible, elle est assez variée, mais je crois que les premières raisons exposées, ça reste ça, c'est des gens qui ne buvaient pas d'alcool pour différentes raisons et qui, du coup, sont contents de trouver un complément de gamme autre que les softs ou sodas classiques, quoi. Dans votre base de clients qui est déjà existante, est-ce que vous avez remarqué que c'est un achat complémentaire ou c'est un achat qui remplace un autre achat? Dans le sens des gens qui achètent déjà du vin. Alors nous, c'est très rare que nos clients habituels deviennent des clients de vin désalcoolisé. C'est plutôt complètement une création de clientèle qui s'est faite autour du vin désalcoolisé. Donc vraiment des gens qui sont venus chercher ce produit-là, mais qui n'étaient pas forcément des acheteurs de muscadet traditionnels au domaine préalablement. Nous, alors, faut savoir qu'il y a beaucoup de producteurs qui utilisent leur marque de vin pour ensuite vendre un vin désalcoolisé. Nous, c'est pas du tout le cas, puisque Divin ne produit pas de vin. Et c'est un mélange des deux, en fait. On a des clients qui ont ajouté la gamme par intérêt de la marque et du produit en lui-même, et des clients avec qui on ne travaillait pas,
qui aujourd'hui sont focalisés sur cette catégorie et donc sont intéressés par la marque et donc la qualité des produits. Merci. Oui, bonjour, je voulais savoir votre retour sur la conservation et l'évolution de ces vins. Nous, on est vraiment tout nouveau. Première production en août 2023. Donc, en DLUO, on est parti sur 4 ans. Honnêtement, les vins ont été consommés tellement rapidement. On a gardé quelques bouteilles. Le facteur qui bouge le plus pour nous, c'est le gaz carbonique. On fait de l'adjonction de gaz carbonique à hauteur de 1100 mg par litre pour rappeler le perlant du muscadet. Et c'est le facteur qui bouge le plus, mais principalement à l'ouverture de la bouteille. C'est-à-dire que plus les lots sont anciens, plus la tenue du gaz carbonique après ouverture va partir rapidement. Mais en termes d'évolution aromatique, nous, c'est plutôt très stable pour l'instant. Alors, moi, je ne pourrais pas rentrer dans le détail technique, mais nous, on a une DLUO de 3 ans. Et on a, comme je le disais, une gamme de vins désalcoolisés, une gamme de vins à base de boissons, une gamme de boissons à base de vins désalcoolisés, pardon. Et donc, la différence, c'est l'ajout d'arômes. Et c'est vrai que l'ajout d'arômes nous permet aussi d'avoir une constance dans le profil et l'aromatique recherché. Mais globalement, même sur le produit, donc vin désalcoolisé en lui-même, qui utilise la même technologie, il y a des évolutions, mais aujourd'hui, elles ne sont pas problématiques. Oui. Est-ce que vous avez adapté ou modifié vos pratiques viticoles pour ces produits ? Alors, pour la première production, non, parce qu'elle est arrivée après tous les essais, etc. Donc, par contre, on a adapté effectivement le vin de base à la désalcoolisation. Donc, ça, c'est un travail qui a été fait avec les consultants avec qui on a travaillé, les entreprises avec qui on a travaillé. Et puis, pour être très transparente, aujourd'hui, vu les développements de volume sur ces cuvées, maintenant, on travaille avec des achats négoces. Donc, on ne maîtrise pas la partie viticole. Par contre, on a compris les cases dans lesquelles il fallait rentrer pour avoir un vin de base adapté à la désalcoolisation. Donc, on travaille vraiment sur cette partie-là. Achat, sourcing, et puis travail en cave. Entre autres, on disait sur l'acidité, c'est un peu le souci qu'on a en Val-de-Loire. Donc, on travaille beaucoup sur les désacidifications, préparation des vins avant l'envoi en Allemagne pour la désalcoolisation. Donc, nous, ça peut préparer, sauf que c'est vrai qu'après la vendange, on a, je pense, un large panel de matrices à disposition. Donc, on lance beaucoup d'essais à différents niveaux, sur les levures, sur la date de récolte. Donc, ça, c'est des phases d'essai. Mais comme le disait justement au début, on n'a pas pu du coup adapter la vinification puisqu'on a lancé en fait la première production. Après, il y a eu les bons soucis qui étaient donc la croissance et donc la capacité de produire et de... Donc aujourd'hui, notre problématique, c'est de... Donc là, on a déjà des volumes qui sont identifiés pour l'année 2025. On espère qu'on aura besoin de plus. Et si on a besoin de plus, bah oui, faut déjà, on anticipe déjà donc sur du sourcing ou sur nos réserves internes, d'avoir des profils qu'on peut adapter justement dans les cahiers des charges de nos productions. Oui, bonjour. On voit aujourd'hui que la plupart des acheteurs ont une sensibilité à l'environnement. Est-ce que vous retrouvez la même chose sur ces acheteurs qui vous achètent le vin? Et si oui, comment vous gérez la partie environnementale avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le transport, sur la partie qui est très énergivore dans ce type de production? Alors, je ne sais pas si on a un cas représentatif. Donc nous, déjà, on est en label HVE, on n'est pas en agriculture biologique. Donc nos clients sont peut-être un peu moins attentifs à certaines problématiques environnementales que d'autres. Le problème du transport, on ne nous a jamais posé la question pour le moment. Donc à voir si ça va... Je pense que ça va venir, parce que de toute façon, on va devoir calculer nos bilans carbone, etc. etc. Donc à terme, on va devoir être encore plus transparent auprès de nos clients sur le sujet. Pour l'instant, c'est vraiment pas un sujet commercial que nous, on a pu avoir, en tout cas avec nos clients, que ce soit en France ou à l'export. Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit. Nous, on est certifié vigneron engagé et HVE niveau 3. Donc, on n'a pas non plus une clientèle qui va rechercher des vins certifiés bio, même si on sait que ça ne peut pas être certifié sur les vins désalcoolisés. Après, voilà, il y a une telle demande, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on répond aussi beaucoup à une demande entrante aujourd'hui, ce qui est vraiment un luxe par rapport à la commercialisation de nos vins.
Voilà. Après, c'est sûr qu'en tout cas, nous, en tant qu'entité, on fait attention à ce point-là. C'est pour ça qu'on réduit l'impact sur les matières sèches, par exemple. On a enlevé la coiffe sur les sparkling. Le poids des bouteilles, évidemment, on sait tous que c'est ce qui a le plus d'impact. Donc on essaye de réduire cette partie-là et on sait bien que si demain on veut réduire, il faudra nous outiller en interne ou trouver un opérateur local. Donc ça, c'est l'élément clé et on y pense sérieusement, quoi. Voilà. Nous, on est très en attente de pouvoir faire appel à des prestataires plus localement. Ce serait vraiment quelque chose qui nous faciliterait la tâche parce que le transport, ça a un coût, c'est aussi un temps passé. Il y a toute la logistique à gérer sur les volumes envoyés, sur les bouteilles récupérées. Et ça, on le fait parce qu'effectivement, commercialement, aujourd'hui, ça a de l'importance. Mais si on peut travailler en local, ce serait vraiment top. Je vais peut-être poser une dernière question. Parce que, après, il y a une dégustation de prévue, donc pour respecter le timing là, qu'on avance. Est-ce que vous avez réfléchi au niveau marketing, habillage, à une différenciation un petit peu accrue par rapport à un vin standard? Est-ce que c'est dans votre réflexion en fait, en termes de process, en termes de communication aussi? Peut-être ça fait partie des projets futurs. Du coup, comme tout lancement produit, on réfléchit forcément à un marketing. Donc, il y a quand même une réflexion qui a été faite autour du nom de la cuvée, du packaging, de type de communication qui a pu être fait autour de ce lancement. Après, nous, clairement, tant dans la partie technique d'élaboration du vin désalcoolisé que dans la partie présentation, on voulait que ce soit au plus près du vin. On a beaucoup dégusté, comme disait Thomas, avant de se lancer. On a goûté beaucoup de choses, des choses qui ressemblaient à ce qu'on voulait faire, des choses qui étaient vraiment à l'opposé de ce qu'on souhaitait faire. Donc nous, c'est les codes du vin qui étaient importants. Donc la bouteille bourguignonne, à vis, parce que du coup, le prestataire fait de l'embouteillage à vis. Et l'étiquette classique de vin. Et la contre-étiquette, la seule différence, c'est qu'on doit étiqueter d'ores et déjà les ingrédients sur ces produits. Donc c'est le seul travail qui est complémentaire par rapport à une cuvée de vin. Mais c'était important, nous, c'était respecter les codes du vin en apportant une petite touche un peu fun, puisque c'est un produit qui est un peu décalé du monde traditionnel du vin. Donc nous, on a deux gammes. On a la gamme Vigneron, qui, elle, a vraiment l'idée de se rapprocher du vin traditionnel, l'étiquette traditionnelle, comme le disait juste préalablement. Par contre, sur la gamme classique, on est donc sur des vins 0,0. Donc nous, on a pris le parti pris de mettre 0,0 sur l'étiquette. Je pense que les gens qui l'aiment bien ne le disent pas et ceux qui ne l'aiment pas le disent. Donc on peut avoir quelques retours sur les personnes qui n'aiment pas avoir la mention 0,0 sur l'étiquette. Mais après, tous les gens qui l'aiment bien le disent peu. Alors il faut leur demander et là, on peut avoir un retour intéressant. La réalité, c'est que c'est assez divisant. Nous, on l'a fait parce qu'on voulait que les gens se sentent dans une situation de confort par rapport à... C'est souvent une question qui revenait. Est-ce que c'est 0,0 ou est-ce que c'est 0,5 ? Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas gravé dans le marbre, mais aujourd'hui, c'est l'approche qu'on a suivie, quoi. Bon, je crois qu'on peut remercier Mathilde et puis Thomas de leur transparence, et puis nous avoir un peu délivré un peu leur témoignage sans filtre. Donc on peut les applaudir.